Je vous propose qu'on aille en Ukraine via le reportage de Gwendoline Debono et Vincent Wartner. Notre équipe a réussi à rencontrer des soldats ukrainiens qui revenaient du front d'Avdiivka et qui ont échappé à la vengeance des Russes qui avancent inexorablement dans ce coin-là et qui éliminent et qui font prisonniers les soldats ukrainiens. Vous allez voir, Victor, lui, a échappé, mais avec une certaine amertume. Reportage exceptionnel de Gwendoline Debono. Victor se dit chanceux d'être sur ses deux jambes. Ce soldat de 26 ans vient de sortir de l'enfer d'Avdiivka avec seulement, dit-il, le sourire abîmé. Son âme l'est aussi. Au moins 6 de ses camarades sont morts sur sa position le dernier jour. Ce sont leurs corps sur ces images postées par les forces russes. La faute, selon Victor, à un ordre d'évacuation trop tardif. Le problème, c'est que c'était écrit d'avance. C'était mal organisé. L'ennemi était objectivement en train d'attendre notre départ, puisqu'il savait qu'on allait se retirer. Et dès que le premier groupe est sorti, les drones de nuit ennemis volaient constamment au-dessus de nos têtes. Et immédiatement, l'artillerie a suivi. Et le premier groupe a été éliminé. Son souvenir le plus douloureux dans cette retraite, ses frères d'armes gravement blessés et laissés derrière. Lorsqu'on a commencé à avoir des blessés graves, on nous a tout de suite dit que pendant toute la journée, ils seraient récupérés et emmenés par des véhicules blindés. Et nous tous, y compris les blessés, y avons cru jusqu'au bout. Même lorsque le dernier groupe avançait, Zora, un des blessés graves, disait « Tout va bien, partez. Maintenant, ils vont venir nous chercher. » Et puis, on a joint le chef de bataillon. Il ne comprenait pas dans quelle situation nous étions. Il a simplement répondu à propos des blessés « Laissez-les et brûlez tout le matériel. » Victor est amer. Cette ville d'Avdiivka, il y a été déployé au premier jour de l'invasion russe. 600 jours sans rotation, à voir les munitions s'amenuiser. Aujourd'hui, dit-il, je ne peux que regarder ces images de l'ennemi en train d'entrer dans ce qui était ma chambre. Bon, c'est un reportage très fort de Gwendoline Debono et Vincent Wartner parce qu'on entend rarement, colonel, des soldats évoquer ainsi les conditions d'un retrait en précisant ben voilà, ils nous attendaient, ils voulaient nous tirer comme des lapins, les blessés, on n'a pas pu les emmener. C'est rare. Oui, bien sûr, c'est rare. Et, il critique aussi, d'une certaine façon, quand même, la stratégie, oui, qui était utilisée. C'est d'abord, oui, un repli sous le feu, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué à organiser sous le feu de l'artillerie. Hein. La zone est relativement petite, elle est entièrement battue par les feux, elle est surveillée. Donc, dès que vous vous déplacez un peu en groupe, vous pouvez être tiré par l'artillerie. Donc, c'est très compliqué. Et c'est un dilemme que les Ukrainiens ont eu à d'autres endroits, Bakhmut, mais surtout, par exemple, à Severodonetsk, la ville de Severodonetsk, qui était plus importante, qu'ils ont que peut-être sans doute le pouvoir politique a ordonné de tenir à tout prix, et puis finalement, c'est tombé quand même, et c'est tombé avec beaucoup de pertes, et c'était très très compliqué. Donc là, oui, il faut voir quelles ont été véritablement les pertes ukrainiennes, c'est-à-dire qu'on abandonne, il y a peut-être des prisonniers, il y a des blessés qui ont été évacués, qui ont été abandonnés. Et puis c'est terrible pour leurs camarades de laisser des camarades derrière eux. Des matériels, c'est évoqué. Ils ont détruit du matériel qui a été abandonné. Alors que ce matériel, il est quand même extrêmement précieux par les temps qui courent pour les Ukrainiens. Donc oui, c'est peut-être, sans doute,
aurait-il mieux valu évacuer plutôt? Alors c'est toujours encore délicat, hein, à quel moment on tient, jusqu'à quel moment résiste-t-on, jusqu'à quel moment faut-il se replier avant qu'il soit trop tard et qu'on subisse, trop de pertes. Donc c'est souvent l'objet d'ailleurs de débats entre politique et militaire. Le politique était généralement ne voulant pas abandonner une position pour des raisons plutôt symboliques, et puis le militaire disant attendez, là si on tient encore trop longtemps, ça risque d'être une catastrophe militaire. Ça s'est joué la semaine dernière parce qu'on a appris que Avdiivka était encerclée, qu'elle était perdue, et puis on apprend que des renforts ukrainiens sont envoyés. On se dit c'est pour organiser le repli, mais est-ce qu'à ce moment-là c'était pas trop tard d'envoyer quand même des nouvelles forces? À partir du moment où vous n'avez plus, on appelle ça une ligne de vie, vous n'avez plus qu'une seule ligne de vie vers Ça veut dire quoi? Une ligne de vie, c'est une route, c'est un axe, c'est une route logistique, c'est par là où vous pouvez vous déplacer. Pour l'accès. Il n'y en a plus qu'une et qu'elle est sous le feu de l'ennemi. Là, vous pouvez vous dire que c'est même peut-être un peu tard avant d'envisager le repli. Ce que je crains, c'est qu'on ait, au cours de l'année 2024, à voir d'autres reportages de ce type. On sait que 2024, ça va être très, 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 très dur pour l'armée ukrainienne, faute de munitions, faute de troupes. Et les scénarios sur lesquels planchent actuellement certains cercles de l'exécutif, en 2024... Oui. Vous voulez parler de la France? Oui, absolument. C'est une défaite militaire de l'Ukraine, conjointement avec une élection de Trump aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez dire que la défaite, là on n'est pas encore dans la défaite, on est dans la retraite. Oui. Pas là, le soldat qui parle, moi les mots que je mets dessus, ça s'appelle défaite. Avdiivka, c'est une défaite. Pas encore une défaite généralisée. Mais imaginez si nous, Européens, on a à gérer une défaite militaire de l'Ukraine, alors on en parlait, on ne sait pas quelle forme ça pourrait prendre, conjointement avec l'élection de Donald Trump. Est-ce que ça traduit dans l'état d'esprit d'un pays occidental comme la France est-ce que par principe on étudie tous les scénarios, donc celui-là comme un autre? Bien sûr. Ou pour vous, c'est déjà dans l'état d'esprit des gouvernements dont je la pense France, qu'on se doit dans ces cercles. C'est trop tard. Non, dans ces cercles sécuritaires, et le colonel ne me démentira pas, on se doit d'envisager tous les scénarios. Et on doit même leur donner, je crois, un pourcentage de probabilité. D'occurrence. Absolument, d'occurrence. Donc, mais ce scénario est sur la table. Alors, il est peut-être depuis le début, mais là, je pense qu'il prend une acuité un peu plus forte. L'amertume de ce soldat, encore une fois, très, très poignant quand même. Quant à la stratégie de ses supérieurs, l'amertume de Zelensky. Quand il dit hier soir que la Russie met à profit le retard de l'aide occidentale. Aujourd'hui, il n'a que ses yeux pour pleurer, il n'a plus de munitions. Et nous ne sommes qu'en février. Et nous ne sommes qu'en février. Donc là, quand on dit qu'on est dans une époque charnière, on l'est vraiment. Ah oui, là, en dedans. Là. Mais il y a un élément aussi qui est donné dans le reportage, dans cette interview faite par Gwendoline de Bono, c'est que ça faisait 600 jours qu'il était sur le front, ce soldat, sans avoir été relevé. Donc évidemment, les Ukrainiens, ils ont tout intérêt à le faire, insistent sur le manque de fourniture d'armes. Mais 600 jours Pardon? Sans être relevé. Presque 2 ans. Oui, c'est ça. On y arrive aux 2 ans, là. Ça veut dire que depuis ça veut dire que lui, il n'a pas été relevé. Voilà, depuis le début, il était sur le front. Et donc, les Ukrainiens insistent, évidemment, et ils ont raison de le faire de leur point de vue, sur le fait que les livraisons d'armes ne sont pas à la hauteur de la situation. Mais l'autre problème, c'est le recrutement. C'est de trouver des hommes qui sont disposés aujourd'hui à aller affronter un péril aussi spectaculaire que celui décrit par Victor, par ce soldat. Et en plus, on avait beaucoup dit, à juste titre aussi, que les Russes ne faisaient que peu de cas de leurs soldats tués. Mais là, l'abandon des camarades sur le terrain, l'abandon des blessés, alors qu'ils viennent de passer justement 600 jours ensemble, on imagine ce qu'ils ont traversé, c'est un choc traumatique énorme. Donc ça va être aussi une question que la direction, le gouvernement et l'état-major ukrainien va devoir gérer. Et puis la dernière question, c'est effectivement ce qu'abordait un peu le colonel. Est-ce que ça valait la peine de rester aussi longtemps pour arriver à des pertes pareilles? Alors c'est toujours plus facile d'y répondre après, bien évidemment. Mais c'est une question qui s'est posée à Bakhmout, c'est une question qui se pose aujourd'hui à Avdiivka.
et ça va faire partie du débat à l'intérieur de l'Ukraine. 600 jours, Zelensky a devant lui un enjeu de mobilisation. Et ça a compté dans le changement aussi du chef d'état-major. Oui, l'enjeu de mobilisation, et puis l'enjeu le plus crucial, c'est évidemment les livraisons d'armes. Oui, gestion des ressources. Il tient combien de temps encore là ? L'année 2024 sera difficile pour l'Ukraine, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'on est un peu peut-être dans un scénario 1918, les Ukrainiens dans le rôle des Allemands et les Russes dans le rôle des alliés, où les Russes pour l'instant ont l'avantage, incontestablement, où ils peuvent multiplier ainsi les attaques et en espérant de leur côté peut-être provoquer une forme d'effondrement au bout d'un moment, l'armée ukrainienne s'avérant épuisée et n'ayant plus les moyens de poursuivre le combat. C'est peut-être la stratégie des Russes actuellement. Donc oui, ce sera dur et c'est surtout une question, l'Ukraine doit se défendre et doit gérer toutes ses ressources de manière, on va dire, optimale. Merci beaucoup, colonel Goya. On ne peut que saluer le travail des reporters, ceux de LCI qui vont sur le terrain, le plus près du front et qui nous font vivre l'évolution de cette guerre qui est tellement importante pour l'Ukraine et pour nous. Merci infiniment, colonel Goya. Merci à vous, Gilles Delafont. Merci, Catherine Gentil.